très bien, je pense qu'on peut peut-être démarrer. Alors, avant toute chose, je tiens à remercier beaucoup la Fabrique de l'Exportation pour l'invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Et merci à vous d'être venu assister à cette présentation. Donc, très rapidement, pardon. Hop, voilà, je vais juste vous dire un mot sur le laboratoire d'où je viens pour placer un petit peu le contexte. Donc, le laboratoire ERPI, c'est un laboratoire de génie industriel d'engineering, qui est spécialisé dans l'étude des processus innovatifs. Donc ERPI pour équipe de recherche sur les processus innovatifs. Donc nous avons un lien très fort avec justement une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSGSI, située à Nancy également et qui forme des ingénieurs pour le pilotage de projets innovants et le management de systèmes d'innovation. Donc nous sommes une petite équipe, environ une vingtaine d'enseignants-chercheurs permanents. Donc j'ai l'habitude de dire qu'on est une PME de la recherche en fait. Et justement c'est intéressant parce que ce statut de petite structure ne nous empêche pas malgré tout d'être impliqués dans de nombreux réseaux internationaux. Et notamment en termes d'actualité, nous avons récemment participé à la rédaction de la norme sur le management de l'innovation. Alors je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Mais c'est une norme qui était au départ au niveau français, qui est repassée au niveau international, donc ISO, et qui va être publiée dans les prochains mois à venir. Donc un gros focus sur l'internationalisation au départ, de par mon laboratoire, et notamment sur ce qu'on appelle les métriques de l'innovation. Alors, métriques de l'innovation au sens mesure, comment est-ce qu'on mesure l'innovation? Et quand je dis innovation ici, ce n'est pas seulement produits technologiques, c'est aussi l'innovation de services, l'innovation organisationnelle, de procédés, et donc au sens large. Et puis un focus sur les phases amont de l'innovation, c'est-à-dire basiquement quand on part d'une idée, d'un concept, on va ensuite aller jusqu'au prototypage, puis progressivement jusqu'au lancement sur le marché de cette innovation. Donc une de nos particularités, c'est qu'on est animateur d'une plateforme collaborative qui s'appelle le LF2L pour Lorraine Fab Living Lab. Et donc c'est une plateforme qui est assez intéressante et qu'on utilise beaucoup nous en tant que chercheurs, puisque c'est une plateforme qui mêle à la fois les fameux Fab Labs, donc laboratoires de fabrication, et donc un Living Lab qui permet en fait de faire interagir des personnes qui viennent d'horizons très différents sur des problématiques communes et autour d'ateliers participatifs. Donc c'est particulièrement important d'être ici ce soir pour moi, puisque historiquement on met un point d'honneur en tout cas à travailler avec le monde industriel, ou en tout cas à être au plus proche du monde industriel. Bonjour. Et donc voilà, c'est l'occasion pour moi de venir montrer un petit peu ce qu'on fait en recherche et toujours d'avoir un retour sur notre travail, puisqu'on reste connecté au maximum, en tout cas à notre terrain d'expérimentation, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc je viens vous présenter aujourd'hui mes travaux. Je dis « mes » parce que c'est moi qui présente, mais en réalité c'est bien sûr un travail d'équipe, donc nos travaux de recherche sur un projet qui s'appelle Innov for SME. Donc c'est un projet de recherche qui est en cours, qui est soutenu par le PIA2, alors c'est le programme d'investissement d'avenir du gouvernement. Et donc l'objectif de ce programme de recherche, c'est de concevoir un outil de diagnostic pour les PME, à destination des PME, qui permettrait d'évaluer quelles sont les capacités, les compétences ou les pratiques qu'une entreprise doit mettre en place en priorité pour simultanément améliorer ses performances en matière d'innovation et en matière d'exportation. L'idée, c'est vraiment de parler de synergie entre ces deux activités, d'identifier ces synergies et de les mettre au service de l'accompagnement des petites structures. Donc c'est un projet qui a été lancé en septembre 2018, mais à vrai dire, ça va bien plus loin que ça, puisque c'est une collaboration en fait de très longue date entre deux laboratoires de recherche, donc le laboratoire ERPI que je représente ce soir, le laboratoire Cerefiche, qui est un laboratoire cette fois-ci en sciences de gestion, donc on est sur une pluridisciplinarité au niveau recherche, mais on travaille également avec une société privée, la société Innovation Way, qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises en matière de management de l'innovation, et donc qui est en fait une spin-off du laboratoire ERPI, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc c'est une collaboration entre ces trois entités. Et quand je dis de longue date, en fait, tout a commencé il y a à peu près 20 ans, je dirais, avec les travaux historiques du laboratoire ERPI, qui permettent d'aboutir à ce qu'on a appelé une mesure de la capacité à innover, à travers un indice, un diagnostic, qui s'appelle l'indice d'innovation potentielle. Donc l'objectif, c'est d'agir sur des bonnes pratiques, les bonnes pratiques d'innovation à mettre en place au sein des entreprises, et d'évaluer quelle est la maturité d'une entreprise concernant ces pratiques. En fonction de la maturité qu'elle démontre, donc par un entretien, en regardant comment l'entreprise fonctionne au quotidien, on est capable de donner un comportement de l'entreprise face à l'innovation. Est-ce qu'elle est plutôt ce qu'on appelle réactive, c'est-à-dire elle va attendre des bouleversements pour mettre en place des changements, ou au contraire, est-ce qu'elle est plutôt proactive en anticipant les changements dans son environnement et en étant acteur de ces changements?
Donc à partir de ce diagnostic qu'on appelle IIP, entre nous, on a mis en place donc, la création d'une spin-off en 2017, la société Innovation Way, qui a finalement pour objectif de valoriser ces travaux de recherche sous la forme d'une activité économique, donc en commercialisant ce diagnostic de la capacité à innover. En parallèle de tout cela, il y a une thèse de doctorat qui a été menée donc, pour amener une dimension supplémentaire qui est cette fameuse dimension de l'exportation. L'idée, c'est d'entamer des travaux exploratoires sur comment on lie les deux, les entreprises innovantes, les entreprises exportatrices, quels sont les liens et comment on peut les identifier pour favoriser ces deux activités au sein des PME. Donc cette thèse de doctorat, j'ai eu le plaisir et aussi le soulagement, il faut dire, de la soutenir en 2016. Donc, et ces premiers travaux exploratoires ont permis donc, de continuer l'aventure avec aujourd'hui le projet Innov for SME. Donc comme je vous le disais, une collaboration de longue date qui continue à travers les années. Et donc finalement, moi je suis là aujourd'hui donc, au départ en tant que chercheur en innovation, puisque c'est là d'où je viens, je dirais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, de plus en plus dans nos travaux, on s'intéresse à cette question de l'exportation. Et donc comment est-ce qu'on passe d'une analyse de l'innovation à une dimension internationale? Eh bien, en fait, c'est parce qu'il y a donc un lien qui existe entre innovation et export. Et aujourd'hui, je suis relativement affirmative, mais je pense que je peux l'être. Puisque quand on regarde les chiffres dans un premier temps, alors, si on regarde quelques chiffres sur les PME en France, je vais passer rapidement parce que globalement, ça, je pense que tout le monde le sait ici. Mais donc, les PME sont la forme la plus commune d'organisation d'affaires. 99% des entreprises sont des PME en France. Parmi elles, 96% sont des micro-entreprises. Donc ça, c'est une donnée importante. Puisque finalement, quand on s'intéresse au nombre d'entreprises qui exportent, on se rend compte que le nombre d'entreprises exportatrices en France n'est pas très élevé. On a 12% des PME qui exportent. Si on le compare à celui des grandes entreprises, on est sur 98% et 75% des ETI. Donc évidemment, comme ça peut paraître peu. Mais si on considère cette fois-ci les PME hors micro-entreprises, ce chiffre monte à 33%. Donc ça fait déjà une petite différence. Et cette différence, elle s'explique notamment parce qu'une grande partie des micro-entreprises, a priori, n'ont pas forcément vocation à exporter. Je pense notamment aux services de proximité. Je vois peu l'intérêt, en tout cas, pour, je ne sais pas, une boulangerie, un coiffeur, peu importe, ces types de services de proximité d'aller à l'exportation. Donc évidemment, quand on parle d'exportation en PME, il faut être un petit peu vigilant sur les chiffres et en mettant de côté, je dirais, les micro-entreprises, même si on perd de l'information en faisant ça, on se rend compte que finalement, les PME françaises exportent. Moins que les grosses structures, bien sûr, mais malgré tout, c'est un chiffre conséquent. Et c'est d'autant plus intéressant quand on s'intéresse au taux d'exportation. Donc ici, le taux d'exportation, j'entends le chiffre d'affaires à l'export sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Les PME exportatrices françaises atteignent un taux d'exportation de 19%. Et si on le compare à celui des grandes entreprises et des ETI, cette fois-ci, on est sur des ordres de grandeur qui sont très proches. On est à 23% pour les plus grandes entreprises. Et si on fait encore un focus sur le secteur de l'industrie, cette fois-ci, les chiffres sont encore meilleurs, si je puis dire, puisque cette fois-ci, 57% des PME exportent, avec un quart de leur chiffre d'affaires à l'export. Donc on entend souvent que les PME n'exportent pas, c'est pas vrai. Simplement, bien sûr, elles ont plus de difficultés que les grosses entreprises. Et ça reste un levier de croissance qui est très puissant pour ces petites entreprises. Et donc, si je continue en faisant le lien avec cette fameuse innovation qui me tient à cœur, quand on regarde, des chiffres assez parlants arrivent très rapidement. Alors, le premier chiffre date un petit peu, c'est 2011, donc j'avoue que c'est quand même un petit peu vieux, mais il est particulièrement parlant. C'est un chiffre de BPI France qui a relevé qu'à cette époque, une PME innovante sur 2 était présente à l'international. Donc déjà, c'est quand même relativement parlant. Si on regarde ce graphique, c'est l'INSEE cette fois-ci. Si on prend par exemple l'innovation en termes de produits, admettons en bleu, on se rend compte qu'en fait, il y a un facteur 2 en termes de pourcentage d'entreprises qui innovent en fonction de est-ce qu'elles sont exportatrices ou non. C'est-à-dire que les sociétés exportatrices, à peu près 35% d'entre elles ont fait de l'innovation produit, alors que les sociétés non exportatrices, on est à 13% peut-être. Donc on a un facteur 2. Donc encore une fois, ce lien semble assez clair dans les chiffres. Visiblement, les sociétés innovantes exportent ou les sociétés exportatrices innovent, à voir, mais en tout cas, il semble y avoir un lien. Et c'est d'ailleurs pourquoi les chercheurs s'intéressent à ce lien. Donc le nombre de travaux de recherche, ou en tout cas l'intérêt est grandissant concernant l'étude de ce lien entre innovation et export au sein de la littérature scientifique. Donc on voit le nombre de publications qui ne fait qu'augmenter. Et globalement, il y a 2 théories qui sortent du lot, ou en tout cas qui coexistent. La première, c'est la théorie de l'autosélection, qui considère que l'innovation va conférer un avantage compétitif à l'entreprise.
ce qui va lui permettre d'améliorer ses performances et d'accéder plus facilement au marché étranger. L'autre théorie qui coexiste, c'est celle du learning by exporting. Cette fois-ci, c'est un petit peu l'inverse, je dirais, c'est qu'on considère que les connaissances acquises sur les marchés internationaux, les expériences qu'on a pu vivre, vont alimenter la capacité à innover des entreprises. Donc dans un cas, on considère que l'innovation favorise l'export, dans l'autre, l'export favorise l'innovation. Et c'est assez intéressant parce que dans la littérature scientifique, il n'y a pas de consensus, ou en tout cas, ça reste très flou. Et on se rapproche un peu de la fameuse question de l'œuf ou la poule, finalement, sans réelle réponse. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Et c'est assez intéressant parce que les chercheurs s'affrontent, entre guillemets, à coup d'enquêtes de terrain et d'analyses stratégiques sur des secteurs d'activité différents pour essayer soit de prouver, soit de réfuter l'une ou l'autre de ces théories. Et alors, je ne suis pas en train de blâmer ces chercheurs parce que j'en fais partie, hein, mais voilà, c'est assez intéressant à regarder et ça met en avant finalement la complexité de ce lien entre innovation et export. Et donc la question finalement, c'est est-ce qu'on doit choisir? Est-ce qu'on peut choisir? A priori, nous, on a décidé que non. Et que finalement, assez rapidement, il y a une troisième théorie qui peut arriver, qui est celle du cercle vertueux. C'est-à-dire que globalement, l'innovation et l'export vont être deux activités qui s'impactent mutuellement en formant un cercle vertueux. C'est-à-dire que peu importe la porte d'entrée, finalement, globalement, l'innovation et l'export sont des activités complémentaires et vertueuses. Donc c'est cette vision qu'on a choisi d'adopter. Et cette vision, de façon générale, les structures d'accompagnement commencent à s'y mettre, ou en tout cas commencent à y penser. Mais malheureusement, ça reste des initiatives assez isolées. Parce que quand on regarde l'innovation et l'export en PME sont bien sûr deux priorités d'action, tant au niveau européen que français, voire que mondial. Par exemple, la stratégie Interreg, qui consacre un axe entier à la compétitivité transfrontalière des PME, donc on est bien sur l'export. L'Horizon H2020, qui dédie 8 milliards d'euros à l'innovation en PME, donc là encore, priorité d'action. Mais ça reste deux initiatives séparées. Et de façon générale, c'est comme ça que ça se passe. La Commission européenne a quand même identifié une tendance qui consiste à coupler des dispositifs de soutien à proposer aux PME. Donc des dispositifs de soutien qui concernent à la fois l'innovation et l'export. Mais malheureusement, nous avons réalisé un benchmarking des dispositifs de soutien et on se rend compte au niveau mondial que seulement 11% des dispositifs commencent à identifier des liens entre innovation et export. Donc il y a une tendance qui est là, mais il reste encore un petit peu de travail pour mettre en place ce lien, ou en tout cas exploiter cette relation. Donc finalement, trois constats. Il y a une relation entre innovation et export qui est prouvée par les chiffres, qui est démontrée par des chercheurs, mais ça peine encore à être mis en place opérationnellement. Et donc finalement, c'est l'objectif de ce que je suis venue vous présenter aujourd'hui, c'est l'objectif de notre projet de recherche. On cherche à proposer un moyen d'opérationnaliser cette relation innovation-export, que ça ne reste pas quelque chose d'assez nébuleux, mais qu'on puisse proposer des actions concrètes pour la mettre en place. Et donc on propose une vision en termes d'espace, c'est-à-dire qu'on considère que d'un côté, il y a l'innovation, de l'autre, il y a l'export, mais entre les deux, il y a quelque chose qui va être composé de ressources, d'activités communes, de pratiques, de coûts potentiellement communs également. Et donc, nous, on va considérer qu'agir sur cet espace commun, ou en tout cas encourager les PME à agir sur cet espace commun, ça va permettre d'actionner un seul levier au centre, mais qui va se répercuter à deux endroits simultanément. Donc, en fait, notre idée, c'est de dire que dans le contexte des PME où la mobilisation de ressources est parfois difficile, c'est moins facile pour elles, eh bien, la notion de pierre deux coups peut peut-être être intéressante. Et donc, on encourage les entreprises à agir simultanément sur ces innovations et l'export à travers cet espace commun. Et donc, plus précisément, on a décidé de choisir ce qu'on a appelé des pratiques conjointes, donc des bonnes pratiques, qui sont à la fois valables pour l'innovation et pour l'export. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on en regarde quelques-unes ensemble, avec des exemples un peu concrets qu'on a pu identifier. On a fait une étude de terrain auprès de PME qu'on a identifiées comme particulièrement performantes en innovation et en export. On est allé les voir, on a regardé comment elles fonctionnaient au quotidien. Et à partir de là, on a pu tirer comme des success stories, finalement, ou des choses importantes à relever, qui peuvent montrer que oui, le lien innovation-export, ça marche. Donc, je vous propose de commencer, par exemple, avec stratégie. Donc, on a considéré qu'une stratégie conjointe, finalement, c'était une stratégie commune d'innovation et d'exportation qui considérait une vision du produit et du marché comme un couple. Ce couple étant indissociable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'un produit, d'un marché, on parle d'un couple.
Et le principal intérêt, pour une vision conjointe, c'est de différencier ce couple produit-marché. Est-ce que tout le monde est au point avec ce que j'appelle les 4 P du mix marketing? Je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Donc globalement, ces 4 niveaux, finalement, un niveau produit, un niveau prix, un niveau promotion et un niveau place. Alors place, comprenez distribution, donc distribution du produit. Et ce qui est intéressant, c'est que cette différenciation, elle peut apparaître à ces 4 niveaux. Et alors, je vais prendre un exemple emblématique pour commencer. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà bu un Coca-Cola à l'étranger? En Asie peut-être d'ailleurs, oui, monsieur. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé le goût assez déroutant. Le goût du Coca-Cola à l'étranger, alors, est un peu déroutant. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait l'expérience, mais c'est pas le même goût. Et effectivement, quand on boit un Coca-Cola à l'étranger, bon, voilà, c'est un peu surprenant. C'est-à-dire que Coca-Cola va adapter son produit en termes de composition du produit en fonction des marchés qu'il cible. Donc il y a déjà une adaptation du produit en tant que tel, du composant du produit. Mais il va aussi adapter son produit de façon plus large sur une gamme, un segment de clientèle. Vous avez vu la gamme de Coca-Cola, c'est assez monstrueux. Il y a Coca-Cola, le classique, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Life, Coca-Cola Vanille, il me semble. Enfin, j'en oublie très certainement. C'est très long. Donc la gamme de Coca est très large en fonction des marchés qu'elle cible. Et non seulement elle adapte le produit en tant que tel, mais elle adapte aussi sa forme. C'est-à-dire que, en fonction des segments, on était sur une gamme privée, donc vous qui allez au supermarché acheter votre Coca-Cola, mais aussi Coca-Cola a comme client des restaurants, des entreprises. Et notamment, Coca-Cola a les fast-food en client. Et j'ai un ami qui travaille chez McDonald's à l'époque, qui était extrêmement fier de m'apprendre que le Coca-Cola qui arrivait chez McDonald's était un Coca-Cola en sirop. Alors que chez son principal concurrent à l'époque, qui était Quick, maintenant je pense que ça a un petit peu changé, mais à l'époque c'était Quick, chez Quick ça arrivait en poudre. Il était très fier de me dire que le Coca-Cola de McDonald's était bien meilleur parce qu'en sirop. Alors ça, bon, je vous laisserai en juger, je n'ai pas tellement d'avis sur la question, mais toujours est-il que Coca-Cola change aussi la forme de son produit. Donc on est finalement sur un exemple emblématique d'une stratégie différenciée, couple produit-marché. Alors vous allez me dire, oui, Coca-Cola c'est facile, c'est un grand groupe international, il a énormément de ressources, il a une force de frappe monstrueuse. Qu'est-ce qui se passe pour les PME? Eh bien, on a vu que ce type de stratégie existait aussi en PME. On a une très belle entreprise en Lorraine qui fabrique des composants pour de l'instrumentation scientifique, en optique notamment. C'est des composants qui ont besoin d'une précision extrême et qui servent à des travaux scientifiques. Et donc cette entreprise, qui est une petite PME, ils sont une trentaine, il me semble. Cette entreprise est sur un marché de niche, vraiment très restreint parce que très spécialisé. Donc elle est internationale presque par obligation. Forcément, la taille de son marché ne lui permet pas de faire autrement. Et elle est capable de faire du sur-mesure absolument partout dans le monde. C'est-à-dire qu'elle a un produit ou plusieurs produits phares qu'elle est capable d'adapter systématiquement en fonction des besoins des clients qu'elle peut cibler. Que ce soit dans un pays particulier, que ce soit un type de client particulier, elle a une vraie stratégie de couple produit-marché qu'elle adapte en fonction des besoins. Donc là, on est sur de la haute technologie. Si je prends un exemple peut-être un peu différencié de cela, parce que c'est toujours cela qu'on cite, il faut le dire, une autre entreprise avec qui on travaille qui fabrique cette fois-ci des chalumeaux. On est un petit peu moins élevé en termes de degré de technologie, mais toujours est-il que cette entreprise vend des chalumeaux principalement dans les pays du Maghreb, donc en Europe et dans les pays du Maghreb. Et bien là encore, systématiquement, elle est obligée d'adapter son produit, d'une part pour des questions réglementaires, dans certains cas, il y a des contraintes particulières à respecter, une taille ou des choses de ce type-là en termes de sécurité, mais également pour des questions d'usage. Notamment au Maghreb, il y a une vraie problématique qui est les conditions climatiques extrêmes. Il fait extrêmement chaud, et donc ça implique des adaptations nécessaires sur ce produit-là. Donc là encore, il y a une différenciation couple produit-marché parce qu'elle ne vend pas les mêmes chalumeaux en France qu'au Maghreb. Donc ça, c'est quelques exemples pour la partie produit. Alors bien sûr, cette différenciation, elle peut apparaître aussi bien au niveau du prix, évidemment, au niveau de la promotion. Alors vous allez dire que je dois être amie avec Coca-Cola, mais vous avez entendu parler de l'implantation de Coca-Cola en Chine? Non? Il y a eu enfin, bon, ça date maintenant, mais il y a eu un souci en termes de traduction. Ah oui, traduction. Vous avez entendu parler de ça? Oui, bien sûr. Parce que, donc, visiblement, alors, il y a beaucoup de légendes urbaines là-dessus, mais il paraît que les personnes, quand ils ont commencé à vendre du Coca-Cola, alors c'était pas Coca-Cola en tant que tel, mais c'était les intermédiaires. Par exemple, un restaurant, un bar, peu importe, dans la rue, ils mettaient un panneau « Nous vendons du Coca-Cola ».
Sauf que phonétiquement, quand on traduit Coca-Cola en mandarin, ça a une signification, alors je ne saurais pas vous dire exactement, mais à base de cire, enfin c'est quelque chose qui ne convient absolument pas quand on veut vendre une boisson qui est censée procurer du plaisir. Donc il y a eu un vrai souci parce que ça leur a donné une très mauvaise image au départ et ils ont dû rétablir en proposant une autre traduction qui correspondait cette fois-ci aux standards de la langue mandarin. Donc la notion de promotion elle est également extrêmement importante parce qu'on ne vend pas un produit en France comme dans n'importe quel autre pays. Donc il y a toute cette notion-là culturelle à prendre en compte. Et pour finir avec la notion de distribution, je donnerai un exemple rapide d'une entreprise avec laquelle nous travaillons qui vend du matériel agricole, donc des grosses machines agricoles. Elle exporte de façon traditionnelle, c'est son mode d'internationalisation fétiche et préféré. Sauf qu'à partir du moment où elle a voulu s'implanter au Brésil, notamment en Amérique latine, eh bien, elle a été confrontée à certains problèmes. Et la différenciation couple-produit-marché en termes de distribution est devenue cruciale pour elle, puisque pour arriver à exporter au Brésil, c'est extrêmement compliqué. C'est un pays qui est très protectionniste. Donc l'exportation est quasi impossible. Donc elle a dû changer de stratégie et partir cette fois-ci sur une croissance externe ou l'ouverture d'une filiale, finalement, pour pouvoir commercialiser ses produits au Brésil. Alors que traditionnellement, elle utilisait l'exportation, directe notamment. Donc là, encore une fois, elle a dû différencier sa façon de faire pour cibler un marché en particulier. N'hésitez pas à m'interrompre si je parle beaucoup, parce que j'ai tendance à laisser filer le temps. Donc, une autre pratique que l'on a identifiée, c'est la notion de réseau, networking. Donc, on l'a considéré comme la capacité à construire ou reconstruire, dans certains cas, un réseau, un écosystème qui conduit à l'identification d'opportunités. Donc, le réseau, c'est un moteur extrêmement important, tant pour l'innovation que pour l'exportation. Et donc, on a plusieurs cas qui nous permettent de mettre ça en avant. Je vous parlais de cette fameuse entreprise qui veut s'installer au Brésil pour vendre ses machines agricoles. Cette entreprise a basé sa politique d'innovation sur la relation très forte qu'elle a avec ses fournisseurs. Donc il y a vraiment une vraie dynamique d'exportation avec ses fournisseurs qui sont des partenaires finalement. Donc en ouvrant une filiale au Brésil, il y a une vraie difficulté parce qu'elle va devoir recréer cet écosystème-là dans un marché ou dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle doit finalement, ce que j'ai appelé, exporter son avantage compétitif. Et là, c'est un vrai défi pour elle. Un autre exemple, encore une entreprise de très petite taille, en haute technologie, je m'excuse encore une fois, mais c'est une entreprise qui fabrique des capteurs physiologiques pour des applications en ergonomie notamment. Cette entreprise, pareil, très petite, 15 personnes il me semble. Et elle a choisi un mode de réseau qui est extrêmement intéressant, puisqu'en fait elle a trouvé un réseau de partenaires qui sont à la fois ses clients, ses prescripteurs et ses partenaires d'innovation. Donc, je m'explique, ce réseau-là, c'est autre que les chercheurs des universités et des centres de recherche à qui elle vend des produits. Elle vend des capteurs pour des études scientifiques. Ces chercheurs utilisent ces capteurs dans leur travail de tous les jours, de travail de recherche, sauf qu'en général, les travaux de recherche, ça se fait à plusieurs, différentes universités, partout dans le monde. On publie ces travaux, donc on dit qu'on a utilisé tel ou tel matériel. Donc en fait, pour l'entreprise, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle élargit son réseau en s'appuyant sur celui de ses clients, qui deviennent à la fois des partenaires d'innovation parce qu'ils vont proposer des améliorations du produit, mais aussi des prescripteurs en disant « pour faire ma recherche, j'ai utilisé ce matériel ». Et ils le partagent avec une communauté. Donc là, c'est un type de réseau qui est extrêmement important et qui sert à la fois à l'innovation et l'internationalisation de l'entreprise. Et un dernier point que je veux aborder, c'est la notion de chasser en meute. C'est quelque chose qu'on entend très souvent quand on parle de PME de façon générale, que ce soit encore une fois pour l'innovation et l'export. Et on a un très bel exemple, nous, en Lorraine, une entreprise en agroalimentaire. Il faut savoir, la Lorraine, c'est une région très gastronomique, visiblement. Bon, en tout cas, ça fonctionne bien pour eux. Parce qu'il y a un label qui existe qui s'appelle, alors que je ne dise pas de bêtises, Lorraine Gourmet. Lorraine Gourmet, c'est un groupement d'entreprises dans le secteur agroalimentaire. Et donc, c'est l'entreprise avec laquelle on travaille, elle propose de la charcuterie. Elle la vend absolument partout dans le monde. Sauf que ça, c'est possible uniquement parce qu'elle partage les coûts, elle partage les risques, elle partage les opportunités avec tout un groupement d'entreprises qui a les mêmes ambitions qu'elle, finalement. Et donc, à travers ce label Lorraine Gourmet, qui à l'étranger, finalement, sonne comme Made in France, globalement, eh ben, ça lui ouvre des opportunités et ça lui ouvre un réseau bien plus large que ce qu'elle aurait fait en étant seule. Donc, cette notion de chasser en meute, dans le cas des PME, et aussi bien en innovation qu'en export, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent et qu'on a observé, notamment dans des secteurs du type agroalimentaire où il y a une vraie identité nationale. Donc, en ce qui concerne le réseau, donc on a vu le réseau ouvre des perspectives externes de façon générale, mais il ne faut pas pour autant
négliger ce qui se passe en interne et notamment l'importance de l'organisation interne des entreprises pour supporter l'innovation et pour supporter l'exportation. Donc là, je vais parler d'une notion qu'on utilise souvent en recherche quand on parle de PME, ça s'appelle la dénaturisation. Je ne sais pas si certains sont à l'aise avec ça. On considère que l'innovation et l'export, c'est des activités dénaturantes. Alors dénaturantes parce qu'elles amènent des bouleversements au sein de l'entreprise et au sein des PME plus particulièrement, qui traditionnellement ont plutôt un fonctionnement informel ou en tout cas, je dirais agile, plutôt centralisé, avec une communication très directe. Et donc ces entreprises vont être perturbées par ces activités dénaturantes et vont devoir changer leurs pratiques. Elles vont devoir adopter des pratiques qui sont plus structurées, plus formalisées et finalement plus proches des pratiques des grandes entreprises. Donc en fait, en innovant, en exportant, pour certaines choses, elles deviennent des grandes entreprises miniatures. Et donc ça, c'est tout un bouleversement pour les entreprises. Et donc il est extrêmement important qu'elles puissent s'adapter à ces changements, à ces bouleversements. Quelques exemples pour cela. Un exemple de dénaturation, ça peut être par exemple la pénétration d'un nouveau marché. Et là, on peut avoir le cas, par exemple, d'une entreprise avec qui on a travaillé, qui était toute jeune exportatrice. Donc vraiment, c'était ses débuts. Et elle voulait viser le marché des États-Unis. Alors, ce n'est pas le plus facile au départ, a priori, mais c'était un marché qui était extrêmement prometteur pour elle, et donc elle voulait tenter le coup. Sauf qu'elle s'est rendue compte que c'était un petit peu difficile, ou en tout cas d'y aller comme ça, de façon assez frontale. Et donc, elle a choisi une voie détournée, je dirais. Elle a choisi de partir sur le Canada. Alors, vous allez me dire, le Canada, pourquoi? Parce qu'a priori, bon, ça reste un pays nord-américain, donc avec une culture qui est similaire, potentiellement des formalités administratives qui s'en rapprochent, mais surtout, elle a ciblé le Québec, parce que ça lui permettait d'être familiarisée avec toutes ces démarches administratives, ces difficultés, mais dans une langue qu'elle comprenait, et où l'échange était facilité. Donc en fait, elle a mis en place comme un processus par étapes d'apprentissage pour viser au final le marché des États-Unis, qui est a priori plus difficile d'accès. Donc là, on est vraiment sur la question de l'apprentissage organisationnel et comment petit à petit, on vise des marchés et on se structure. Même chose pour un changement d'activité. On a travaillé avec une entreprise qui était au départ sous-traitant de l'industrie plasturgie, de la plasturgie, et elle a voulu passer fabricant en nom propre. Donc c'est un sacré challenge pour elle, on passe de sous-traitant à fabricant. Et elle s'est appuyée, elle a choisi autre chose, elle s'est appuyée sur une certification ISO 9001. Elle voulait mettre en place en tout cas cette certification ISO 9001, qui peut paraître un peu lourde. Dans le cas des PME, c'est très contraignant, il y a des indicateurs très précis à mettre en place. Et sauf qu'elle a changé finalement cette contrainte en une opportunité, ou en tout cas en un moyen de se structurer progressivement à partir de cette certification. Et donc encore une fois, on est dans une démarche d'apprentissage finalement. Un dernier exemple, cette fois-ci, je vais parler de start-up, un déploiement multisite. On a été témoin d'un changement de statut, je dirais, le passage d'une start-up à celui de PME internationale. Car a priori, les start-up, c'est leur vocation, en tout cas, elles ont vocation à grandir et à devenir des PME. Et donc là, on a pu être témoin de ça, et notamment, ça a impliqué un déploiement multisite pour cette petite entreprise elle fabrique du matériel IFI. Et donc au départ, elle était dans une communication très informelle, très immédiate, tout très rapide, très facile, entre guillemets, en termes de communication, hein, j'entends, au sein de la start-up. Sauf qu'en déploiement multisite, ça c'est compliqué. Il a fallu qu'elle mette en place des outils de collaboration, des outils de communication à distance, qui permettent finalement de gérer le côté géographique, le côté temporel aussi, à cause du décalage horaire, et puis cette notion, encore une fois, de structuration. Comment est-ce qu'on change la façon de communiquer au sein de l'entreprise? Donc finalement, les 3 exemples que je viens de vous donner là, c'est des exemples de ce que j'appelle de la dénaturation, et ça nécessite que les compagnies deviennent des organisations apprenantes, de façon à monter en compétences progressivement et à rester une PME, mais une PME qui modifie un petit peu ses pratiques pour gérer les bouleversements. Alors je regarde, oui, au vu du timing, je vais accélérer. Donc rapidement, je veux juste vous parler également de la notion de couplage entre compétences techniques et commerciales. C'est quelque chose qui est revenu rapidement au sein des entretiens qu'on a pu mener. L'idée, c'est de dire que les entreprises qui innovent et qui exportent ont des problématiques lorsque justement les compétences au sein de l'entreprise sont très spécialisées. Puisque si on veut réellement comprendre les besoins des clients, par exemple, des clients étrangers, on doit être capable, d'une part, de parler techniquement du produit pour l'expliquer aux clients, mais aussi de savoir comment on le vend. Donc la vraie question, c'est avoir des doubles compétences, recruter ou former des personnes qui savent parler à la fois du produit en termes techniques et commerciaux,
Ça permet d'une part de mieux comprendre les besoins des clients, de faire des remontées et donc de mettre en place de futurs développements pour le produit. C'est intéressant donc pour voir des tendances d'évolution. En termes de veille stratégique aussi, c'est extrêmement important, puisque quand on fait de la veille sur des marchés étrangers, d'une part, il faut être capable de cibler quels sont les potentiels concurrents, les potentielles technologies auxquelles on va se confronter, mais également, il faut être capable de faire ça en plusieurs langues et de viser les aspects culturels. Donc là encore, il y a vraiment une dimension technique, une dimension commerciale, culturelle, internationale, qu'il faut coupler pour donner de la cohérence à tout ça. C'est quelque chose qu'on a aussi identifié au sein des entreprises qu'on a visitées. Et pour finir rapidement, je dirais le terreau fertile de tout ça, c'est cette notion de culture d'entreprise. Et là, je vais juste aller très vite en donnant un exemple. Globalement, les termes sentiment d'appartenance, dynamique commune, expérience, échange, c'est des termes qui revenaient très souvent quand on parlait de l'innovation de l'export au sein des entreprises. Et on travaille encore une fois avec une entreprise en agroalimentaire. Cette fois-ci, c'est une plus grosse PME. Je crois qu'ils sont une centaine, 150 peut-être. Et cette entreprise, elle a réussi à mettre en place une culture de l'expérimentation, je dirais. Parce que donc, en agroalimentaire, de façon générale, quand on commence l'export, on commence avec des quantités très réduites. On ne part pas tout de suite avec des commandes phénoménales. Donc on fait de la production en quantité réduite. Donc ça, globalement, ça embête tout le monde. Parce que plus de manutention, on change des étiquettes, ça coûte plus cher, ça ralentit la production, etc. etc. Donc c'est une vraie contrainte en interne. Il y a des blocages très forts pour dire moi j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, c'est une contrainte pour moi. Cette entreprise, elle a réussi à créer, alors au bout de des années d'exportation, parce que c'est une entreprise qui exporte depuis très longtemps, elle a réussi à mettre en place cette notion de « je fais partie de la dynamique ». Et donc, je suis une pièce de l'édifice dans cette démarche d'expérimentation. Et c'est quelque chose qui était très intéressant à voir, parce qu'effectivement, c'était l'affaire de tout le monde au sein de l'entreprise que d'expérimenter pour ce nouveau marché et de voir ce que ça donnera. C'était un peu un challenge commun. Donc voilà, simplement pour un exemple, pour dire que la culture d'entreprise, alors c'est difficile d'agir dessus, évidemment, c'est pas comme mettre en place des procédures, voilà. C'est quelque chose de beaucoup plus très difficile à mettre en œuvre, mais malgré tout, ça reste le terreau fertile de tout cela. Donc moi, je suis venue aujourd'hui en vous disant que je voulais opérationnaliser le lien entre innovation et exportation. Et donc, la question maintenant, c'est comment on fait pour passer de ces bonnes pratiques qu'on a vues sur le terrain à un outil d'accompagnement qui permette de faire levier sur ces bonnes pratiques. Et alors, pour ça, finalement, il y a deux options. Donc, je vous remets mon schéma auquel je tiens avec les espaces innovation, export et l'espace commun. Donc, la première option, ce serait de considérer que l'espace commun, ici au centre, c'est finalement une approximation des autres. C'est-à-dire que si on imagine que cet espace commun est plus large, on peut dire qu'il prend une grande partie à la fois de l'espace innovation et de l'espace export. Donc, admettons, si on décide d'évaluer les pratiques au sein des entreprises de cet espace commun, on peut avoir une idée de ce que ça donne pour cette entreprise, comment elle innove et comment elle exporte. Donc dans ce cas-là, on part du centre, finalement, on évalue le centre pour approximer ou pour extrapoler même les extrémités. La deuxième option, ce serait de partir cette fois-ci d'une extrémité. Admettons, on part de l'export. On évalue comment l'entreprise exporte, encore une fois avec ses pratiques, les activités qu'elle met en place. Et en passant par le prisme de cet espace commun, on peut potentiellement avoir une idée ou une vision de ce qui peut se passer en innovation. C'est-à-dire à partir de sa façon d'exporter, quels sont les piliers sur lesquels elle peut s'appuyer pour favoriser son activité d'innovation. Ou au contraire, quels sont les éléments freinants qui vont la gêner dans sa capacité à innover. Donc globalement, on a deux options assez différentes ici, qu'on peut envisager. On a choisi la première dans un premier temps pour explorer. C'est le moment un peu difficile pour moi ici, je ne vais pas laisser trop de suspense parce qu'en tant que chercheur, on a le droit de se tromper, c'est le principal avantage. Et je dois dire qu'avec cette solution, ce n'était pas forcément le meilleur choix. Donc je vous explique pourquoi. Donc encore une fois, dans cette solution, on considère qu'en évaluant les pratiques communes que je vous ai présentées avant, on va être capable de dire, cette entreprise, a priori, en termes d'exportation, ça c'est ses points forts, et en termes d'innovation, ça c'est ses points forts. Ça, c'est la théorie. Donc on évaluait la maturité des entreprises. On a fait une vingtaine de tests sur des entreprises innovantes et exportatrices. Et à partir de cela, on essayait d'extrapoler et de sortir des choses intéressantes. Sauf que, dans la théorie, ça semble intéressant, mais en pratique, on s'est vite confronté à des problèmes opérationnels. La première chose qui a été très compliquée, c'est que quand on parle d'innovation et d'export, on s'adresse à des interlocuteurs différents, en général.
même au sein des PME, qui sont des petites structures, a priori, l'export, c'est géré par le service commercial. L'innovation, c'est géré plutôt par le service technique R&D quand il y en a un. Donc déjà là, on avait un problème. Parce qu'en fonction de l'interlocuteur qu'on avait devant nous, il y avait tout de suite une orientation qui était donnée. Et même quand on avait le dirigeant de l'entreprise devant nous, ce qui était majoritairement le cas, eh ben, le dirigeant a une vision globale de tout ça, bien sûr, mais peut-être parfois moins opérationnelle. Et surtout, il y a un parti pris naturel qui revient, et notamment avec l'export. Et ça, c'est assez intéressant à observer. C'est que quand on parle d'export avec des dirigeants d'entreprise, ils ont les yeux qui brillent. C'est-à-dire qu'il y a un côté rêve d'enfant un peu. On a même un dirigeant d'entreprise qui nous a dit « Moi, le rendre mon entreprise exportatrice, c'est mon dernier rêve avant que je prenne ma retraite. » Donc il y a vraiment quelque chose comme ça de très, très impliquant ou très fort. Et donc, dans tous nos entretiens, il y avait un parti pris naturel. Majoritairement, c'était celui de l'export qui était choisi, sûrement pour ces raisons. Mais bon, après, tout dépend de l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Mais c'est extrêmement difficile, intellectuellement parlant, d'avoir cette vision conjointe pour un diagnostic. C'est très difficile. Et donc, forcément, les résultats pouvaient être un peu biaisés. Donc nous, ça nous a posé des problématiques. Et donc, on a changé notre fusil d'épaule, si je peux dire ça comme ça. Et on s'est orienté vers la deuxième option, qui cette fois-ci consiste à partir d'une extrémité, considérer l'espace commun comme un pont, finalement, comme une passerelle, pour aller vers la seconde extrémité. Le principal avantage, c'est que là, on fait appel à des interlocuteurs ciblés. Donc le diagnostic de départ, a priori, est plus précis et plus identifiable. En tout cas, on sait pour quel objectif on est là. Le point d'entrée est identifié, encore une fois. Donc si je prends par exemple le point d'entrée innovation, pour changer, on va être capable d'évaluer l'entreprise sur sa capacité à innover, de dire que son principal moteur, par exemple, c'est son réseau qui est très fort. Et donc, en passant dans le prisme de l'espace commun, alors on peut dire que potentiellement, si elle a un fort réseau en innovation, ça peut être un levier pour accéder à des marchés étrangers. Donc, on fait vraiment une démarche on part de l'extrémité, on passe par une passerelle pour accéder à la seconde activité. Je prends l'innovation, bien sûr, on peut faire le chemin inverse. On part de l'export, on fait une passerelle pour passer vers l'innovation. Et c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir des perspectives d'ouverture pour les entreprises. Une entreprise qui vient nous voir, par exemple, pour parler d'exportation, on peut lui dire « Ok, pour améliorer votre capacité à exporter, il faut faire ça, mais vous pourriez aussi avoir un impact sur l'innovation. » Et donc, finalement, on peut identifier des stratégies. On peut faire des recommandations ciblées par entreprise. Est-ce que l'entreprise souhaite favoriser l'innovation? Alors, dans ce cas-là, on va se concentrer ici. Est-ce qu'elle souhaite mettre en place une stratégie conjointe? Dans ce cas-là, on va favoriser les recommandations sur cet espace commun. Ou alors, est-ce qu'elle souhaite favoriser l'export? Et bien, dans ce cas-là, on reste concentré sur cet espace export. Donc, ça nous permet d'avoir un champ vraiment personnalisé par entreprise et de pouvoir agir d'un côté, de l'autre, à travers une passerelle. Cela dit, pour cela, on a besoin d'avoir au départ un moyen d'évaluer la capacité à innover, ce qui tombe plutôt bien, puisque mon laboratoire RP a développé un diagnostic de la capacité à innover qui est opérationnel, donc ça c'est vraiment une bonne chose pour nous. Et on a donc dû développer la partie export, avec un indice d'exportation potentiel pour faire le parallèle. Et donc c'est la première réalisation de ce projet, Enough for SMEs, donc qui est en phase de test. En fait, ce diagnostic export, il est disponible sur la plateforme web de la société Innovation Way qui travaille avec nous. Donc il est disponible, il est gratuit. Et c'est aussi la raison de ma présence ce soir, parce que ça m'intéresse potentiellement de vous encourager à aller jeter un œil, ne serait-ce que pour avoir votre avis en tant qu'expert de l'exportation. Ce diagnostic, donc, comme je vous le disais, c'est un autodiagnostic qui est disponible donc, pour une PME individuellement qui aura envie de faire le test. Donc elle fait son diagnostic de la capacité à innover et elle obtient un rapport synthétique des réponses qui lui ont été faites. Donc pour un premier temps, notre version bêta, c'est ça. Bien sûr, elle a aussi accès, si ça l'intéresse, à la capacité à innover à travers cette même plateforme. Je vous donnerai j'ai des cartes de visite que je vous laisserai si jamais ça vous intéresse. Une autre modalité de test qu'on envisage, cette fois-ci, c'est un niveau un peu plus global, c'est au niveau des institutions, des structures d'accompagnement, des pôles de compétitivité, par exemple. L'idée, c'est de proposer à une structure d'animer un atelier avec un groupement d'entreprises qui a une problématique en termes d'innovation, en termes d'export, et de réaliser finalement les deux diagnostics pour chaque entreprise. Donc on peut réaliser les deux diagnostics et à partir des résultats, prendre le temps d'identifier des synergies pour chacune des entreprises présentes. Donc en fait, on fait un travail en direct de regarder innovation export et de regarder ce que ça donne en termes de passerelle sur l'espace commun. Donc on a déjà testé
ce type de modalité lors de la clôture du masterclass INPI, donc qui était organisé à Mulhouse cette année, donc en décembre 2018. Ça a été un événement qui était plutôt intéressant et on aimerait réellement renouveler l'expérience. Donc je profite encore une fois de ma présence ici. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous en parler. Alors je dis nous parce que je suis là aussi pour en parler, mais j'ai ma collègue Natalia Camargo qui est là, qui travaille au sein d'Innovation Way et qui pourra vous renseigner également. Donc, il me reste 1 minute pour conclure. Donc très rapidement, comme je vous disais, je suis venue vous présenter un projet de recherche en cours. Donc globalement, ça continue. Mais pour le moment, disons que les principaux résultats sont qu'on a identifié un lien entre innovation et export, qui se traduit par des pratiques conjointes. Ces pratiques conjointes forment un pont entre capacité à innover et à exporter. Et ce pont peut se traduire par, je dirais, 5 points clés. La stratégie notamment, et la question de différenciation entre couple produit-marché, le réseau et la création ou recréation d'un écosystème pour des opportunités, la question de l'organisation et notamment la question de l'entreprise qui devient apprenante, la gestion des compétences avec le couplage des compétences techniques et commerciales, et pour finir, le terreau fertile de tout ça, la culture d'entreprise où créer des conditions favorables d'ouverture, d'engagement, etc. Donc, comme je vous le disais, je vous remets ici le lien vers le Diagnostic Innovation Way. Je vous donnerai des cartes de visite. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement pour l'accueil. Et ça a été un plaisir de partager ça avec vous.